25, bonjour et bienvenue. Ciel généralement nuageux sur Bamako, où 31 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a porté la voix de la Confédération des États du Sahel à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Awaza au Turkménistan. Il a sonné la charge en appelant les pays en développement sans littoral à une solidarité agissante en vue de contrer les violations de leurs droits à l'accès à la mer sous des prétextes politiques fallacieux. Le dossier de cette édition est consacré au pouvoir de l'humour. L'humour est bien plus qu'une forme de divertissement, c'est un moyen de réflexion, d'éducation et parfois même de guérison. Mais quels sont les ressorts de cette force universelle et comment influence-t-il nos vies au quotidien? La réponse dans le dossier signé Nyanga Aliou Traoré. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guébou Koulibaly après la série de dossiers consacrés à la pollution plastique évoque aujourd'hui la pollution sonore. Dans les grandes villes notamment, le bruit s'est imposé comme une présence permanente. Entre bruit de moteur, de klaxons, de haut-parleurs, lieux de culte et maquis, la pollution sonore est devenue un mal du quotidien et pourtant, peu de citoyens en mesurent les effets nocifs sur leur santé et leur équilibre psychologique. Enfin, en sport, l'afro-basket senior masculin commence bientôt en Angola. Le Mali, qui est logé dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda, est déjà sur place. Et puis, début réussi de l'Histoire Dames au tournoi UFOA féminin de la zone Ouest A au Sénégal. Les nôtres ont battu 2-0 Aigle de Médina du Sénégal à l'occasion de leur première sortie. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aledjou Matina. Voilà pour le sommaire. Pour démarrer cette édition, ce communiqué qui nous est parvenu, communiqué numéro 75 du gouvernement de la transition, c'est avec une profonde douleur que le gouvernement de la transition a appris le décès hier à Bamako de l'ancienne première dame, Madame Keïta Fatoumata Diallo, âgée de 82 ans, épouse de Feu Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la transition, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du peuple malien, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, durement éplorée, et prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde sa grâce infinie. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation régionale de division Abdoulaye Maïga, a porté la voix de la Confédération des États du Sahel à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, à Awaza, au Turkménistan. Au nom des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le général de division Abdoulaye Maïga a noté avec force que les 3 pays de la Confédération de l'AES ont été victimes ces dernières années sous les prétextes politiques fallacieux de la violation de leurs droits à l'accès à la mer. Il a appelé les pays en développement sans littoral à une solidarité agissante en veillant au respect des textes et principes internationaux. Par ailleurs, le chef du gouvernement a salué la Guinée et la Mauritanie pour leur soutien. Envoyés spéciaux au Turkménistan, Mamadi Koné et Aliou Touré. C'est ce mardi à 6h, heure locale, soit 23h, heure de Bamako, que le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé à Awaza, une zone touristique nationale sur la côte caspienne au Turkménistan. Après Almaty au Kazakhstan en 2003, Vienne en Suisse en 2014, c'est Awaza au Turkménistan qui accueille cette année les 32 pays en développement sans littoral. La rencontre de 4 jours a pour thème progresser grâce au partenariat. Le Turkménistan attend beaucoup de cette 3e conférence car elle doit permettre de relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement sans littoral afin de parvenir à un développement durable mutuel. Serdar Berdi Mohamedov, président du Turkménistan, président de la conférence. Le thème de notre conférence a une importance mondiale. Cette conférence concerne les dimensions clés de l'activité internationale ainsi que les domaines humanitaires, économiques, le domaine social, environnemental et d'autres. Après avoir dénoncé les obstacles liés aux exportations et la volatilité des cours mondiaux, le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'il ne s'agit pas de citer seulement les obstacles, mais plutôt des solutions.
Pour lui, il faut lancer une nouvelle dynamique. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Nous devons aussi débloquer des financements concessionnels pour le climat de toute urgence et à grande échelle pour permettre aux pays en développement sans littoral d'investir dans des infrastructures résilientes, un développement durable et une croissance inclusive. Le programme d'action de Awaza fait écho à l'engagement de Séville. Ensemble, ils offrent une feuille de route concrète pour transformer les promesses en capitaux et les capitaux en avancées tangibles. Selon le président de la 79e Assemblée générale de l'ONU, cette troisième conférence se déroule en une année charnière, celle de l'anniversaire des Nations Unies. C'est pourquoi l'ONU vient de décréter le 6 août, journée consacrée aux pays en développement sans littoral. Philemon Yang, président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale, je peux vous l'annoncer, s'engage à servir d'instance principale de soutien aux pays en développement sans littoral. Nous le ferons à travers un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme d'action d'Awaza. L'examen à mi-parcours est prévu pour 2029. Nous allons également promouvoir le dialogue dans ce contexte comme... Après la cérémonie d'ouverture, place à la plénière, au cours de laquelle les pays ont porté leur message à la connaissance des 3000 délégués. 5 panels de haut niveau seront animés lors de cette conférence. Les différents intervenants lors de la plénière pensent qu'il faut repenser le système mondial pour soutenir les 570 millions d'habitants des 32 pays en développement sans littoral dont les économies restent souvent marginalisées, faute d'accès à la mer. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. La Confédération AES attend du groupe des PDSL une solidarité agissante, y compris en veillant au respect des textes et des principes internationaux. Nous devons donc nous mobiliser chaque fois que des pays ou organisations ont recours à des blocus, des mesures coercitives unilatérales et autres sanctions illégales et illégitimes comme moyen d'enclavement, de pression politique et de déstabilisation contre les pays en développement sans littoral. C'est donc avec beaucoup d'espoir que la Confédération AES prend part à la présente conférence qui nous permet d'évaluer l'état de mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des PDSL pour la décennie 2014-2024. Et d'envisager de nouvelles perspectives prometteuses. Le plan d'action d'Awaza pour la décennie 2024-2034, qui succède à celui de Vienne, s'articule autour de 5 axes dont la transformation structurelle, le commerce et sa facilitation, le transit et la connectivité, le renforcement des capacités d'adaptation, le financement et les moyens de mise en œuvre. AES, actualité. Vous voulez de l'actualité AES que nous conduisons ce matin au Niger, où le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a procédé à l'hôpital général de référence de Niamey à la pose la première pierre pour la construction d'une unité de tomographie par émission de position couplée à un scanner. Cet équipement de pointe, le premier qui sera installé dans la sous-région, permettra de diagnostiquer avec plus de précision l'étendue et la distribution de la tumeur pour de nombreux cancers courants, mais aussi et surtout de réduire les évacuations à l'extérieur. De Niamey, les précisions de Abdul Kader Abdourahmane de la Voix du Sahel. Cette initiative conjointe du ministère en charge de la Santé et de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique ANIA, appuyée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, vise à renforcer les capacités nationales en matière de diagnostic médical de pointe. Le TEP-scan est un outil de diagnostic sophistiqué efficace dans la détection précoce et le suivi de nombreuses pathologies, notamment les cancers, les maladies neurologiques et cardiovasculaires. Son installation au Niger permettra de réduire significativement le recours à l'étranger pour des examens spécialisés. Madame Zainab Souleymerdadou, présidente de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique ANIA. Le Niger sera le premier pays de la sous-région à inclure cette technique de diagnostic médical innovante dans l'arsenal de diagnostic des cancers. Cette étape historique, qui est le fruit d'une coopération exemplaire entre notre pays et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, marque surtout la détermination des plus hautes autorités nigériennes à mettre à la disposition de la population des équipements modernes pour améliorer la santé humaine et réduire les coûts des évacuations sanitaires. Dans son intervention, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, médecin-colonel-major Garba Hakimi, a salué l'engagement des plus hautes autorités à faire de la santé une priorité, tout en exprimant sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des promesses en matière de santé faites
par le président de la République au peuple nigérien à travers sa vision stratégique traduite dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie et le plan de développement sanitaire et social. Elle marque la détermination des plus hautes autorités à rendre accessibles les équipements les plus modernes pour assurer le bien-être et la santé de notre population. Le financement déjà acquis pour un montant de $2 300 000 à travers la coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, est destiné à l'achat de la TEPSCAN et des équipements connexes. La pose de la première pierre de cette unité TEPSCAN par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, marque ainsi le début d'un projet structurant au service du diagnostic médical au Niger. Le second volet de l'actualité AES nous amène au Burkina Faso où, sous l'impulsion et le leadership du capitaine Thomas Sankara, le pays change de nom. Le drapeau, la devise ainsi que l'hymne national sont remplacés. Ces changements majeurs initiés le 4 août 1984 marquent un tournant décisif dans l'histoire du pays. Ces transformations profondes visent à rompre définitivement avec l'héritage colonial et à traduire concrètement les idéaux de la Révolution. Elles incarnent la renaissance d'un peuple résolu à se libérer et à construire un avenir fondé sur la dignité, l'autonomie et la justice sociale. Brice Kientenga de la Radio nationale du Burkina Faso nous fait le point. L'avènement du 4 août 1983 est le fruit de l'insurrection populaire du 17 mai de la même année, estime l'adjudant Émile Nakoulman, ancien garde rapproché du capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. 4 août 1983, vraiment, je peux dire que c'est le résultat de l'insurrection du 17 mai 1983. Parce que quand on est revenu de Bobo, le 17 mai, c'est la même nuit que le capitaine Kibourou, la gendarmerie avec les éléments du GV sont venus l'arrêter. Et le lendemain, c'était chaud. La jeunesse, les études, tout. Libérer Sankara, Zamatis, Opoto, libérer Sankara, Zamatis, Opoto. Les héritiers de Thomas Sankara se souviennent de ce changement de l'histoire du Burkina. Maître Benewende Stanislas Sankara. Le président Thomas Sankara est venu dire aux Burkinabés, il n'y a pas d'autre libérateur que nous-mêmes. Ayons confiance en nous-mêmes, prenons notre destin en main. Et c'est lui qui donnait l'exemple en se mettant au devant, la jeunesse avec, et le peuple bien sûr, tout entier, a suivi cet élan-là. Voilà pourquoi vous avez vu l'enthousiasme populaire le 4 août 1983. Et les actions qui ont suivi immédiatement ont rassuré tous les Burkinabés de ce que le régime du CNR était venu pour effectivement changer surtout les mentalités et permettre aux Burkinabés d'accéder à une justice sociale, à l'équité, à l'égalité. Pour le président de l'association des anciens étudiants formés à Cuba, le capitaine Thomas Sankara et ses camarades ont fait rêver les Burkinabés et les Africains à travers un programme de transformation des conditions et des habitudes du peuple. Stanislas Damiba. Tout ce que Thomas Sankara avait prévu de faire a été écouté. Nous voyons qu'avec 4 ans de révolution, le feu capitaine Thomas Sankara en a fait du Burkina un pays aimé et connu dans le monde entier. Je pourrais citer entre autres les acquis la révolution, bataille du rail, construction des écoles, construction des barrages, émancipation de la femme, la lutte contre la désertification et j'en passe. Les partisans des mouvements sankaristes estiment qu'il y a des similitudes entre le président, le capitaine Ibrahim Traoré et le père de la révolution d'août 1983. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES présidentielle au Cameroun. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet de la candidature de Maurice Kamto. La candidature du principal opposant au président camerounais Paul Biya a été rejetée hier par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a estimé que la candidature de Kamto ne peut pas être valide et la conséquence immédiate, c'est qu'il ne participera pas à la compétition présidentielle. Kamto, ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, était arrivé deuxième du scrutin présidentiel d'octobre 2018. Il avait cette fois déposé sa candidature sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le Rwanda s'est mis d'accord avec Washington pour recevoir sur son territoire jusqu'à 250 immigrés expulsés des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement rwandais.
L'accord a été signé à Kigali en juin et Washington a déjà transmis aux autorités rwandaises une première liste de 10 noms, a précisé un responsable rwandais s'exprimant sous le sceau de l'anonymat. Les personnes acceptées bénéficieront d'une formation professionnelle de soins de santé et d'une aide à l'hébergement pour redémarrer leur vie au Rwanda, a ajouté la porte-parole du gouvernement rwandais. La fondation de Bill Clinton a annoncé un financement de 2,5 milliards de dollars pour la santé des femmes en Afrique. C'est le début d'une accélération des dons du milliardaire qui prévoit de donner toute sa fortune, soit près de 200 milliards de dollars pour des actions philanthropiques jusqu'à la fermeture de sa fondation, prévue en 2045. C'est la première fois que la fondation Gates délivre d'un seul coup une somme aussi importante pour un programme sur le continent. Ainsi, 2,5 milliards de dollars seront dédiés à la santé des femmes et à la recherche dans le secteur. Une quarantaine de projets vont être financés, l'objectif étant de rendre plus efficaces les politiques publiques de santé du continent et de réduire leurs coûts. Tout cela grâce à l'innovation. Hiroshima, 80 ans après la bombe, appelle le monde à abandonner l'arme nucléaire. Une minute de silence a eu lieu aujourd'hui à Hiroshima à l'heure exacte du largage de la bombe atomique sur la ville nippone il y a 80 ans lors d'une cérémonie réunissant une centaine de pays dans un monde marqué par les tensions. Le 6 août 1945 à 8h15, les États-Unis larguaient une bombe atomique au-dessus de Hiroshima, tuant environ 140 000 personnes. 3 jours plus tard, une bombe identique frappait Nagasaki, causant la mort d'environ 74 000 autres personnes. Ces frappes qui ont précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale sont les uniques occurrences où des armes nucléaires ont été utilisées en temps de guerre. Les représentants de près de 180 pays ont commencé hier à Genève en Suisse de difficiles négociations sous l'égide de l'ONU. Ils ont 10 jours pour tenter d'écrire ensemble le premier traité mondial visant à réduire le fléau de la pollution plastique qui menace d'asphyxier la planète. Le texte juridiquement contraignant pour les États est en discussion depuis 3 ans sur fond de tensions géopolitiques et commerciales exacerbées. Cette session supplémentaire de négociations intergouvernementales a été ajoutée après l'échec des discussions menées à Boussam, à Corée du Sud, fin 2024. Un groupe de pays producteurs de pétrole a bloqué cette avancée. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition après ce jingle. Voilà un dossier qui est consacré au pouvoir de l'humour. Dans cette société en quête de sens et souvent marquée par les tensions, l'humour se révèle être un outil puissant ou un anti-stress. De la scène de théâtre à l'estrade politique, en passant par les salles de classe et les cabinets médicaux, il traverse les frontières, les disciplines et les contextes. L'humour est bien plus qu'une forme de divertissement, c'est un moyen de réflexion, d'éducation et parfois même de guérison. Mais quels sont les ressorts de cette force universelle et comment influence-t-il nos vies au quotidien? Les réponses à ces questions dans ce dossier réalisé par Nyanya Aliou Traoré. Le rire est curatif, dit-on. Et pour le faire, il faut bien rire de quelque chose. C'est à partir de là où nous parlons de comédie ou d'humour. Les deux se ressemblent, mais n'ont pas la même signification. Magma Gabriel Konati, comédien. La comédie, c'est amener les gens à se voir à travers une espèce de miroir pour changer de comportement, changer d'attitude, changer de caractère vis-à-vis de cette position que le comédien vous montre. Ce n'est pas la même chose. L'humour sert à détendre. L'humour sert à amener la cohésion sociale. Tout le monde n'est pas comédien, comme tout le monde n'est pas acteur. Alima Togola, artiste comédienne. L'humour, c'est cet art qui permet tout d'abord de provoquer, voire déclencher le rire chez le spectateur, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir de l'humour. Peut-on rire de tout, avec qui, où et comment? Yacouba Dougouni, sociologue. Si on est dans le cadre de la gestion des ressources humaines déjà, vous allez comprendre que l'humour influence beaucoup le leadership du leader en question. En fait, je veux dire les patrons de l'entreprise. Docteur Ibrahim Aïdara, psychologue. Les journées ne commencent pas forcément bien. Donc quand on a un peu d'humour, ça donne l'épice et les gens oublient parfois aussi de sourire et d'avoir l'humour. L'humour est fait pour divertir, éduquer ou même soigner.
L'humour a ce pouvoir de traverser les barrières linguistiques, culturelles et sociales. Psychologiquement, ça fait du bien, ça fait retarder les rides. On dit toujours le rire est contagieux. Quelqu'un qui sourit toujours, ça donne vraiment une onde positive à celui qui le regarde ou qui l'écoute. Si l'on réfléchit bien à l'influence de l'humour, on se rend bien compte qu'il a cette capacité unique de transformer des situations délicates, d'apporter du réconfort et de renforcer les liens humains. L'humour, ce n'est pas s'insulter, mais c'est amener les autres à baisser la tension lorsqu'il y a une crise qui éclate. C'est la meilleure méthode même de communiquer avec les étudiants d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants n'aiment pas la pression. Aujourd'hui, avec les méthodes participatives, on est obligé d'avoir cet élément-là. Et derrière, les enseignants sont formés à cela. Soigner par le rire, c'est bien possible. Oui, les bienfaits de l'humour sur la santé ne sont plus à prouver. Docteur Ibrahim Aïdara, psychologue. Il y a des gens qui perdent espoir parce qu'ils sont confrontés à un problème donné. Et donc, en disant les choses avec de l'humour, ça banalise. Et donc, du coup, on ne prend plus tout à cœur. C'est vraiment vivement recommandé de rire. Et quand il y a des sketchs, il faut toujours aller voir des spectacles. Question, est-ce que humour et politique font bon ménage? Magma Gabriel Konati, comédien. ATT qu'il repose en paix, il a un moment, à la Biennale de Ségou, quand il a dit qu'il n'a pas de table, si un Koulibaly pouvait venir se baisser pour qu'il puisse écrire son discours là-dessus. Mais ça a détendu l'atmosphère, ça a fait rire tout le monde. Ça, c'est la plaisanterie qui existe entre les Koulibaly et les Touré. Qu'il soit utilisé pour éduquer, guérir ou désamorcer des tensions politiques, l'humour est un puissant et polyvalent outil capable de transformer la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Il reste une force et doux mais indéniable levier d'intégration dans nos relations humaines. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Dans cette page sport, outre quelques nouvelles, notamment l'exclusion du club saoudien d'Al Hilal de la Supercoupe 2026-2027 de son pays, il sera aussi question du championnat d'Afrique des Nations 2025 et du tournoi UFOA féminin de la zone Ouest A au Sénégal. Mais commençons par le basketball, notamment l'Afro-Basket senior masculin qui profile à l'horizon. Une compétition prévue en Angola. Le Mali est logé dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Balle au panier après l'Afro-Basket senior dames en Côte d'Ivoire, marqué par le sacre des Nigérianes, victorieuses en finale devant les Aigles basketteuses. Les regards sont désormais tournés vers l'Angola où se déroulera du 12 au 24 août prochain la 31e édition de l'Afro-Basket senior masculin. La compétition qui verra la participation de 16 nations issues des qualifications s'annonce très relevée et promet énormément selon les observateurs. Les équipes sont réparties comme suit. Dans le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo et le Rwanda. La Tunisie, le Nigeria, le Cameroun et Madagascar sont dans le groupe B. Le groupe C est composé du pays hôte l'Angola, du Soudan du Sud, la Guinée-Conakry et la Libye. Dans le groupe D, il y a le Mali, le Sénégal, l'Ouganda et l'Égypte. Les vainqueurs des groupes se qualifient automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui terminent respectivement 2e et 3e de leur groupe passent par un tour de qualification pour les quarts de finale. L'équipe du Mali, sous l'impulsion du coach, le lieutenant-colonel Aladji Diko, est déjà sur place en Angola, après un stage bloqué de quelques jours en Turquie. Football tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA féminin zone USA, la compétition regroupe à Dakar 5 formations, à savoir Determine Girls du Libéria, USFAS du Mali, Ram Kamara de la Sierra Leone, Aigle de Médina du Sénégal et Birewilling FC de la Gambie. Le tournoi a démarré hier à la faveur de la première journée. Et belle entrée en lice pour l'équipe championne du Mali, à savoir l'USFAS, qui a battu 2-0 Aigle de Médina du Sénégal. La deuxième sortie de l'USFAS est prévue ce vendredi et ce sera contre Ram Kamara de la Sierra Leone. À l'issue de la compétition, l'équipe qui termine première se qualifiera pour la Ligue africaine des champions au niveau des dames. Toujours football, championnat d'Afrique des Nations CHAN. L'édition 2025 bat son plein en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, qui co-organise l'événement footballistique continental réservé aux joueurs locaux.
La première journée des rencontres de poules a pris fin hier mardi par les affiches du groupe D. Match nul 1 but partout entre le Congo et le Soudan et victoire 1-0 du Sénégal face au Nigeria. La deuxième journée des matchs de poules débute ce mercredi avec les oppositions Burkina Faso, Centrafrique et Mauritanie, Tanzanie. Quelques nouvelles. Testée ponctuellement la Coupe du Monde des clubs, la sonorisation des arbitres fait un grand pas en Italie. En effet, le responsable des arbitres de la série A et B, Gianluca Rossi, annonce que les hommes en noir pourront expliquer leurs décisions après une intervention de VAR directement à l'ensemble du stade et aux téléspectateurs depuis le terrain. Une avancée significative en matière de communication qui sera une des particularités au compte de la nouvelle saison en Italie qui profile à l'horizon. Après s'être retiré de la Supercoupe de son pays, Al Hilal sera exclu de la Supercoupe d'Arabie Saoudite 2026-2027 si elle se qualifie, a indiqué la commission disciplinaire et éthique de la Fédération saoudienne de football. Cette Supercoupe devait se dérouler du 19 au 23 août prochain à Hong Kong et Al Hilal s'est retiré en invoquant la fatigue de ses joueurs après la campagne de la Coupe du Monde des clubs. Chronique de l'environnement. Dans les grandes villes comme dans certaines localités rurales du Mali, le bruit s'est imposé comme une présence permanente. Entre moteurs, klaxons, haut-parleurs, lieux de culte et maquis, la pollution sonore est devenue un mal du quotidien. Et pourtant, peu de citoyens en mesurent les effets nocifs sur leur santé et leur équilibre psychologique. Les nuisances sonores au Mali, le bruit, poison au quotidien, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le vacarme urbain est aujourd'hui un décor sonore devenu normal au Mali. Dans la circulation, sur les marchés, dans les lieux de culte ou les bars, le volume grimpe. Un brouhaha constant, souvent insupportable. Selon Mme Traoré Assetou, habitante d'un quartier de Bamako qui garde l'anonymat, on ne dort plus. À partir de 20h, le maquis d'à côté met la musique à fond. Même les prières sont souvent couvertes. Les enfants se réveillent en pleurant. On a déjà porté plainte, mais rien. Ce bruit continu n'est pas anodin. Il engendre stress, insomnie, fatigue, nervosité et parfois même des troubles auditifs. Dr Koita Makan, otorhino-laryngologiste ORL à l'hôpital du Mali. Les principaux effets du bruit sur la santé auditive au Mali sont principalement les pertes auditives induites par le bruit. On a les acouphènes qu'on appelle principalement, qu'on appelle couramment le bourdonnement ou bien les sifflements dans les oreilles. Nous avons l'hyperacousie qui se définit par une hypersensibilité douloureuse au son modéré. Nous avons aussi des troubles du langage chez les enfants qui ont un impact négatif sur le développement du langage et de l'apprentissage. Nous avons les conséquences psychosociales qui se traduisent par l'isolement, une difficulté de communication, une perte d'estime de soi. Notre recommandation est basée principalement sur les campagnes de sensibilisation ciblées dans les écoles, les gares, les marchés. Également, les réglementations nationales sur les seuils sonores qui ne doit pas être supérieur à 85 décibels pendant plus de 8 heures. Le dépistage auditif précoce et un suivi en soins primaires, le renforcement aussi, la formation des oreilles. Pourtant, la législation malienne existe. Le Code de l'environnement, dans son article 43, parle bien de la pollution sonore, mais il reste très peu appliqué. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le Mali a élaboré le décret 396 PRM du 6 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des pollutions sonores. Pour appliquer impérativement, il y a ce qu'on appelle les niveaux sonores. Ces niveaux sonores est la valeur de l'énergie acoustique qui est revenue par une source de bruit. Donc, cette valeur est exprimée en décibels. Et pour mesurer, une classification des milieux ambiants est faite. Et donc, on a 4 principales zones de sensibilité. La première zone de sensibilité concerne les zones de détente et les formations sanitaires et sociales. La deuxième zone concerne
les zones d'habitat et celles réservées aux installations publiques. La troisième zone de sensibilité, c'est les zones mixtes d'habitation où des entreprises artisanales peuvent être admises. Et comme quatrième zone de sensibilité, ce sont les zones industrielles et les zones aéroportières. Pour déterminer les valeurs limites de ces émissions, il y a un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'urbanisme et des collectivités, normalement, qui doit être pris. Pour le moment, on est en train de faire les mesures avec les normes internationales. Et donc, s'il y a un défi qui s'impose, ce défi ne peut être que l'élaboration d'une norme nationale pour déterminer les valeurs limites des émissions. Un problème qui n'est pas que technique, il touche aussi à notre culture sonore. Selon Amadou, docteur en droit de l'environnement, les solutions idoines sont les campagnes de sensibilisation ciblées et l'utilisation des spots radio en bambara et en français, des affiches dans les quartiers et les marchés, implication des leaders communautaires, des chefs de quartier, imams, pasteurs, artistes, enseignants. Intégrer des modules sur l'environnement sonore dans l'éducation civique ou scientifique, mobiliser les artistes et influenceurs, les chanteurs, comédiens ou animateurs sont écoutés. Ils peuvent créer des contenus, clips, sketchs sur TikTok qui traitent du respect du calme avec humour et émotion. Le bruit est partout, mais le silence devient rare. Face à cette nuisance qui abîme corps et esprit, il est temps d'agir. La solution ne viendra pas que des autorités, elle commence dans chaque foyer, dans chaque quartier, chaque citoyen. Passé de 31 minutes à Ambidedi dans la région de Kaïsé ferme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Siaka Konaté. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Keïta, les avis et communiqués avec Fousseini Diarra. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne, la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.